Bonsoir tout le monde. Ce soir, je vous retrouve pour aborder un sujet qui va sans doute toucher certains d'entre vous, qui est la peur de se lancer pour un départ en PVT, enfin des hésitations, des peurs, parce qu'on a souvent eu des gens qui ont limite renoncé à leur projet parce qu'ils avaient des craintes. Donc ce soir, on va aborder ces différentes craintes, justement pour essayer de les casser, pour que les prochaines semaines qui arrivent, peut-être si vous n'avez pas encore la possibilité de partir en PVT, que vous puissiez un petit peu travailler dessus, les mettre derrière vous et vous lancer dans l'expérience PVT. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous me voyez correctement, si vous m'entendez bien également, et ensuite je vais pouvoir commencer. Alors, en introduction, ce que je peux vous dire, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Julie, je suis cofondatrice de pvtis.net, j'ai fait 2 PVT, un au Canada en couple et un en Australie en solo. Donc moi aussi j'ai eu des peurs, hein, je vous en parlerai un petit peu par la suite. Super, merci Jessica. Et donc moi je suis admin de pvtis.net qui est un site d'information et d'entraide totalement gratuit qui a pour vocation d'aider tous les PVTistes, donc ceux qui veulent partir en PVT, que ce soit au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande pour les 3 pays les plus populaires, mais aussi en Asie, en Amérique latine, etc. On a notamment 5 guides des PVTistes en Australie, au Canada, en Nouvelle-Zélande, au Japon et en Corée du Sud qu'on vous invite à télécharger si vous partez dans ces pays-là. Ça parle vraiment de toute l'expérience PVT, ce qui peut vous permettre justement d'avoir tout en tête pour pas trop stresser. On a la page Facebook sur laquelle vous êtes actuellement, pvtis.net. On a une page Facebook par pays, pvtis.net pays, pour justement être tenu au courant de l'actualité d'un pays en particulier si c'est celui-ci qui vous intéresse. On est également présent sur Instagram où on fait un point Covid-19 une fois par semaine. Ce qui vous permet de ne pas régulièrement, pas tout le temps peut-être, consulter notre article Covid-19, la situation des PVTistes qu'on met à jour quasiment tous les jours. Là au moins dans le point Covid-19 sur Instagram, je vous fais part de l'actualité des 7 derniers jours. Et s'il n'y en a pas, il n'y en a pas, au moins vous avez tout devant les yeux. Ensuite, on a fait pas mal de lives ces dernières semaines sur nos différentes pages Facebook et également sur Instagram. Vous pouvez retrouver tous les replays sur notre chaîne YouTube PVTiste. D'ailleurs, si jamais vous ne pouvez pas rester jusqu'au bout ce soir, le replay de la visio de ce soir restera disponible sur notre page Facebook, mais également sur YouTube si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à passer dessus. Pour le cas où vous auriez raté des trucs qui vous intéressent, comme partir seul en PVT, le budget pour un PVT, trouver du travail au Canada à distance, une session de questions-réponses sur la Nouvelle-Zélande, entre autres choses. Voilà. D'ailleurs, c'est notre dernière visio de l'année, comme je vous le disais. Pour le début de l'année prochaine, on a déjà quelques petites idées. On vous a déjà proposé des événements sur lesquels vous pouvez vous inscrire d'ores et déjà. Par contre, si vous avez des idées, des choses qu'on n'a pas abordées récemment, que vous trouvez que ça manque, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire de la vidéo ce soir. Et puis comme ça, on pourra regarder si on peut vous préparer quelque chose pour la rentrée. Voilà, donc là, je vais vous parler des peurs quand on part en PVT, je vais vous donner des contre-arguments, des conseils, etc. Et bien sûr, à la fin, je pourrai répondre à vos questions. C'est-à-dire que si vous voyez que j'aborde un certain sujet, mais que je ne vais pas assez loin, n'hésitez pas à me demander des précisions. Si je liste des peurs, mais que vos peurs, elles n'ont rien à voir avec ça, vous n'hésitez pas non plus à les poser en commentaire. J'essaierai de vous donner tous les conseils que je peux avoir. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Le but de ce live, c'est qu'à la fin, vous n'ayez plus du tout peur de partir en PVT. Alors plus du tout, j'exagère. Que vous ayez moins peur ou du moins que vous mettiez pas de côté votre projet. Voilà. Alors j'ai prévu des petites notes hein, pour mon introduction puisque j'ai pas mal de choses à dire avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet. La première chose, c'est que les peurs qu'on peut avoir, il y a les nôtres, mais il y a aussi celles de nos proches, celles des autres avec qui on communique. Et le conseil que je voulais vous donner, le tout premier conseil, c'était de ne pas forcément trop écouter son entourage pour 2 raisons. Évidemment, vous aurez toujours des gens qui vont vous soutenir, ça c'est génial, on a toujours un parent, un frère, une sœur, un grand-père, une grand-mère ou des amis qui nous soutiennent, mais on a aussi les autres qui ne nous soutiennent pas ou qui ne comprennent pas notre choix. Et souvent, ces personnes-là, en fait, j'ai noté les phrases qu'on a tous un peu entendues, c'est « mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Mais tu pars sans boulot? Tu connais des gens sur place? Pourquoi tu quittes ton CDI ici, t'es pas bien? » Ou encore « mais pourquoi tu pars seul? Ou pourquoi tu pars aussi loin ?» pour ceux qui partent en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Et en fait, le problème de ces personnes-là, c'est que souvent, votre projet leur fait peur. C'est quelque chose qui, pour eux, c'est inconcevable en fait de faire quelque chose comme ça. Ou alors, ils ont peur pour vous. Peur qu'il vous arrive quelque chose, peur de votre échec, etc. Et le problème, c'est que
Il faut savoir écouter ses proches, mais il faut savoir aussi arrêter de les écouter ou peut-être arrêter d'aborder le sujet avec eux quand leur discours est trop négatif. On se crée déjà suffisamment de peur tout seul pour en plus, comment on pourrait dire ça, faire l'éponge avec les peurs des autres. Vraiment, faites très attention à ça. Pourquoi pas continuer à parler de votre projet avec les gens qui vous soutiennent ou qui ont une attitude un petit peu neutre, qui vous laissent parler. Et ceux qui sont un peu virulents ou qui posent des milliards de questions, qui vous mettent des nœuds dans la tête, peut-être arrêter de parler de ça avec eux. C'est pas forcément vous rendre service parce qu'ils vous mettent des idées dans la tête sur lesquelles vous allez mouliner. Surtout là, si la crise du Covid perdure pendant encore de nombreux mois, ça va peut-être vous empêcher d'être dans la spontanéité et vous allez forcément réfléchir un petit peu à leurs arguments et peut-être que vous allez renoncer à votre projet. Donc faites bien attention à ça. Il y a une autre catégorie de personnes qui peut avoir un discours négatif. Je parlais des premiers, souvent, c'est des peurs gentilles, c'est des gens qui s'inquiètent pour vous. La deuxième catégorie de personnes, on en a tous aussi vu, je pense, ce sont les jaloux. Ceux qui n'oseraient pas partir, ceux qui n'oseraient pas quitter forcément leur confort, leur vie, leur conjoint, leur CDI par exemple, et qui du coup vont vous lister les risques auxquels vous vous exposez en partant, peut-être dans l'idée que vous y renonciez. Faites attention à ça. Faut pas non plus devenir parano. Tout le monde n'est pas jaloux, tout le monde n'est pas méchant. Mais il nous arrive tous de tomber sur des personnes qui essaient de casser un petit peu nos projets. Faut faire attention à ça. Là aussi, ils peuvent un peu rentrer dans notre cerveau. On n'a pas besoin d'eux. Voilà. On a une discussion sur notre forum qui existe depuis 2006, je crois, ça fait vraiment très longtemps, qui s'appelle « Les réactions de l'entourage ». C'est un sondage en fait. Est-ce que vos proches vous ont soutenu, compris, pas du tout compris, critiqué, etc. Donc on en discute, vous pouvez remonter sur plusieurs pages, sur plusieurs années, et ça peut vous permettre, si vous êtes entouré de personnes qui ne vous comprennent pas trop, de trouver des gens qui sont comme vous. Voilà, donc je vous invite à aller lire cette discussion. Ensuite, ce que je voulais dire aussi en introduction, c'est que la peur, mais ça vaut pour tout, hein, la peur, ça peut nous faire passer à côté des meilleures expériences de notre vie. Vraiment. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais avoir peur. La peur, ça a sans doute du bon, ça nous permet de limiter un petit peu les risques dans tout ce qu'on fait. Mais attention à pas faire que la peur prenne le dessus sur tout ce qu'on fait. On a un article sur PVTist qui s'appelle 16 bonnes raisons de partir en PVT, que bien sûr je vous invite à lire. Je pense que pour certaines vous les avez déjà en tête, mais ça peut être une façon de vous rebooster un peu, de voir qu'il y a plein de bonnes raisons de partir. Ok, parfois il y a des gens qui peuvent être déçus de l'expérience PVT, mais la très grande majorité, vraiment, en ressort hyper épanoui. Donc voilà. Pour des discours négatifs ou vous, des pensées négatives, pensez à lire des choses positives. C'est très important. Autre chose que j'ai noté, c'est que nos peurs, elles dépendent de notre personnalité, de notre parcours, mais aussi de ce qui nous amène à partir. Par contre, par exemple, il y a des gens qui partent parce que leur boulot, ils n'en peuvent plus. Parce qu'ils en ont marre de leur entourage, parce qu'ils n'en peuvent plus de la France ou de la Belgique. Voilà, des raisons qui font qu'ils laissent quelque chose qui les gonfle ici pour aller ailleurs. Ces personnes-là, souvent, je ne dis pas qu'elles n'ont pas peur, c'est pas forcément le cas, mais disons qu'elles vivent le départ comme une sorte de soulagement. Alors que parfois on part, alors qu'ici tout va bien. On a du boulot, on a un conjoint, une conjointe, ou pas si on n'avait pas envie d'en avoir, on a plein d'amis, on est dans une ville qu'on adore, et là on se dit, bon, j'ai pas vraiment de raison de quitter cette vie-là, pourquoi je fais ça? Et là pour le coup, il peut y avoir aussi une remise en question de se dire, est-ce que j'essaye toujours de courir après le bonheur alors que je suis très bien ici? Pas forcément. C'est pas parce que vous êtes heureux ici que vous n'avez pas envie d'avoir des projets ailleurs ou des projets qui ne ressemblent pas à votre vie d'aujourd'hui. Je veux dire, on a tous des rêves. Il y en a pour qui c'est faire du sport 6 heures par semaine pour être super bodybuildé. Il y en a d'autres, c'est de faire une super carrière. Et puis parfois, nos rêves à nous, ça peut être des envies de loin, des envies d'ailleurs, de challenge, etc. Donc écoutez-vous quand même. C'est vrai que même si votre vie, elle est bien sous tout rapport ici, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas la quitter. Ça, c'est vous qui le savez en fait. C'est vous qui devez déterminer si vous voulez partir. Voilà. Après, partir, c'est pas forcément synonyme de fuite, hein. Comme je disais, il y en a, ils ont vraiment qu'une idée en tête, c'est de partir. Mais on peut avoir voilà, des envies variées. Donc, je le disais juste à l'instant, on a un pays qui nous a toujours fait rêver depuis qu'on est petit. Pour nous, c'est vraiment un rêve d'aller là-bas. C'est quand même une super bonne raison de partir. Ensuite, on peut avoir envie de vivre une année entre parenthèses, une année un peu folle, où on va faire des choses différentes, qu'on fera peut-être plus jamais. Et justement, c'est pour ça qu'on veut partir, c'est qu'on sait que c'est quelque chose de très temporaire, d'un peu fou, comme je disais, et c'est important de s'écouter, vraiment.
Ensuite, on peut avoir envie de s'améliorer dans une langue, ça c'est certain, pour son boulot, pour son épanouissement personnel. Et on sait bien que partir à l'étranger pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, c'est quand même la meilleure des façons pour s'améliorer. Enfin, on a peut-être envie de se prouver des trucs, qu'on est débrouillard, qu'on est autonome, qu'on est organisé, qu'on sait sortir de sa fameuse zone de confort. Voilà, c'est des choses, des fois on a envie de se prouver des choses à soi-même ou parfois aux autres, ça dépend de son parcours aussi. Et c'est une raison tout aussi valable d'avoir envie de partir. Si jamais vous sentez que vous partez pour fuir quelque chose, on entend très souvent, il faut pas fuir, c'est pas bien de partir pour fuir. Alors moi j'ai écrit un article sur PVTist qui s'appelle Partir pour fuir et alors, que je vous invite à lire si vous êtes dans cette situation. Moi mon premier PVT c'était pas du tout une fuite, c'était plutôt ce que je disais juste avant. J'étais super jeune, j'avais 20 ans, j'avais envie de parler anglais, j'avais envie de vivre autre chose. À l'époque j'avais envie de partir avec mon copain pour qu'on vive là-bas, etc. Et mon deuxième PVT en Australie, pour le coup, ça ressemblait quand même beaucoup à une fuite. Mais je le regrette pas. C'est-à-dire que ça allait pas, j'ai eu une rupture amoureuse, du coup un retour en France qui a été compliqué. Je voulais pas macérer là dans ma tristesse. Je suis partie et ça m'a fait le plus grand bien. J'ai vécu la meilleure année de ma vie ou une des meilleures années de ma vie. Donc voilà. Attention là aussi à pas trop écouter ceux qui jugent votre raison de partir. Ça vous regarde, vraiment. Quelle que soit la raison pour laquelle vous partez, même si c'est pour fuir, comme je le dis dans l'article, vous verrez que ça règle pas forcément les problèmes de partir quand on fuit, tout ça, quand on fuit une situation, mais ça permet de prendre du recul, ça permet de penser à autre chose, de pas être, encore une fois, de pas macérer dans ses problèmes. Et honnêtement, il y a beaucoup de gens à qui ça fait le plus grand bien. Voilà. Ensuite, on peut avoir la peur de partir seul. Ça, je le comprends tout à fait. Par contre, il y a quand même beaucoup d'avantages à partir seul. Justement, dans le live qu'on a fait sur partir seul en PVT, que je vous invite vivement à regarder et qu'on va vous mettre en lien, on a abordé tous les avantages de partir en solo. Et dans les commentaires, d'ailleurs, c'était marrant parce qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient fait ce choix et qui étaient très contents de l'avoir fait. Donc vraiment, je vous invite à le regarder. Ensuite, quand on part seul, c'est plus facile d'aller vers les autres. Parce que d'une certaine façon, nous on est un petit peu en mode je suis tout seul, je suis toute seule, donc faut que j'aille vers les autres. Et les autres en face, ils ont pas peur de nous. Parce qu'en fait, les gens qui sont tout seuls, ils nous voient tout seuls, donc c'est facile d'entrer en contact avec nous. Et puis ceux qui sont en groupe, ils n'ont pas peur non plus parce qu'on est quelqu'un de tout seul. Ça peut paraître bête comme ça, mais parfois quand on voyage à 2, 3 ou 4, on peut un peu faire un groupe qui n'a pas forcément envie de se mêler aux autres. Quand on est seul, les gens viennent vachement vers nous. Donc il y a beaucoup d'avantages à partir seul. Je vous invite à consulter cet article-là. Et aussi, si vous ne voulez pas partir seul, on va y revenir après. Vous pouvez essayer de trouver un travel mate avec qui vous allez partir, mais il y a quand même des petites précautions à prendre. Dernière chose, et après je me lance vraiment dans les peurs, vous pourriez avoir peur de partir en PVT également parce que, par exemple, vous souffrez d'un handicap physique. Si c'est votre cas, je vous invite à lire 2 témoignages qui sont assez chouettes sur PVTist. Le premier, c'est Aurélie, qui est partie en Nouvelle-Zélande, donc on va vous mettre aussi le lien. Et Jeanne, qui est partie en PVT au Canada il y a pas mal de temps, on y était en même temps, donc je vous avoue que c'était il y a très longtemps. Toutes les deux parlent un petit peu de comment ça s'est passé pour elles, et c'est plutôt inspirant. Je me rappelle que Jeanne, elle avait quand même des soucis à Toronto pour avoir tout le temps des endroits avec des ascenseurs. Ça a vachement déterminé où elle allait devoir loger pour pouvoir se déplacer en fauteuil roulant, mais elle l'a quand même fait. Ça s'est quand même super bien passé. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous inquiète, et je peux certainement pas le comprendre puisque je ne suis pas concernée par le handicap physique, mais je voulais donner ces 2 liens parce que si c'est une de vos craintes qui est totalement légitime, peut-être que ces témoignages pourront vous motiver à partir quand même. Voilà. Alors maintenant, quand on parle de peur, je les ai un peu découpées avant le départ, bien avant, c'est-à-dire quelques mois ou années avant de partir, les peurs vraiment de se lancer dans le projet. Ensuite, je vais vous parler des peurs les quelques jours ou quelques heures avant de partir. Et ensuite, je passerai aux peurs quand on arrive sur place. Elles sont assez différentes, je trouve. Certaines restent tout le long, malheureusement, elles s'accrochent bien méchamment à nous. Mais il y en a d'autres qui varient. Alors, pour se lancer vraiment dans l'expérience PVT, il y en a plusieurs que j'ai notées. Est-ce que je vais réussir? J'ai mis des guillemets à réussir. Je déteste ce mot. Mais est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais rencontrer des gens? Je peux avoir peur d'être seule, de me retrouver tout seul, et notamment du fait du décalage horaire assez fort dans certains pays du PVT comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande par exemple. On peut se dire je pourrais même pas appeler mes proches. Donc ça peut être quelque chose qui joue. Est-ce que je vais trouver du boulot? Est-ce que je vais pouvoir communiquer avec les gens alors que je parle pas très très bien la langue du pays?
Ça concerne ceux qui n'ont pas un très bon niveau. Voilà, c'est souvent ces peurs-là qui inquiètent. Alors pour la première, est-ce que je vais réussir? Moi, ce que je vous poserai comme question à cette question, c'est qu'est-ce que vous attendez de votre PVT? Si vous voulez faire un PVT qui est très axé sur le travail, vous partez en PVT pour travailler dans votre domaine. Là, clairement, vous êtes dans le scénario où il y a le plus de risques de ne pas réussir. Mais il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte. Est-ce que votre domaine recrute à l'étranger, dans le pays où vous voulez aller? Est-ce que vous avez assez d'expérience? Est-ce que vous parlez assez bien la langue du pays? Voilà, en gros, vous allez devoir voir déjà comment est votre profil aux yeux d'un recruteur, d'un employeur du pays dans lequel vous voulez aller. Est-ce que vous êtes un peu sexy ou est-ce que vous partez au Japon sans parler japonais, sans parler anglais, avec un diplôme tout juste obtenu et aucune expérience? Ou est-ce que vous partez en Nouvelle-Zélande avec 6 ans d'expérience dans un domaine qui recrute du feu de Dieu et avec un anglais super bon? C'est pas du tout la même chose. Également, bien étudier le marché du travail. Est-ce que vous allez vous rendre compte que ce domaine-là, il y a 3 offres qui se battent en duel sur les sites de petites annonces et qu'elles disparaissent le lendemain de leur parution? Ou est-ce qu'il y a beaucoup d'offres et qu'elles restent plusieurs semaines en ligne, etc. Ça, c'est des choses qu'il faut absolument regarder pour ne pas être déçu en arrivant. J'y reviendrai un petit peu après. Il faut aussi regarder si sa profession est réglementée ou non. Je vais en reparler. Par contre, si votre PVT, c'est plutôt un projet de « je vais travailler dans ce qui se propose à moi et je vais beaucoup voyager, rencontrer des gens, vivre ma vie ». Là, pour le coup, vous avez moins de risques de ne pas réussir puisque vos attentes, elles sont plutôt d'ordre humain. C'est-à-dire que vous voulez vous éclater, rencontrer plein de gens, peut-être faire la fête, voyager, randonner, faire des road trips, bosser bien sûr, mais il semblerait que le travail ne soit pas ce qui va être votre plus grosse source d'épanouissement dans votre PVT, mais plutôt un moyen de le vivre, de le financer. Donc dans ce cas-là, vous avez moins le risque de ne pas réussir, entre guillemets. Là, c'est vrai que si vous avez des craintes, on y reviendra après, vous allez pouvoir vous focaliser peut-être sur l'aspect financier, mettre pas mal d'argent de côté pour tout ce qui est et si je trouve pas de boulot tout de suite, comment je vais faire financièrement, etc. Ça va vous rassurer. Également bien penser à souscrire une assurance PVT. C'est obligatoire pour la majorité des PVT, mais c'est toujours très rassurant de savoir que s'il nous arrive, je sais pas moi, si on a un accident ou si on a l'appendicite, on sera pris en charge par l'hôpital, qu'on ne payera rien, et également que si on a quelque chose de très grave, on sera rapatrié dans notre pays d'origine. Ça, c'est aussi un nuage en moins au-dessus de votre tête. Voilà. Le reste va se faire sur place. Je vais vous donner d'autres conseils par la suite de ce live, mais disons que sur un projet de PVT comme ça, très épanouissement, on verra ce qui se passe, etc. Je veux juste m'éclater. Vous avez quand même beaucoup moins de risques d'être déçu. Je vous invite à pas trop vous inquiéter. Vos économies vont être importantes parce que si vous êtes un petit peu de nature anxieuse, avoir un petit matelas financier sur son compte, c'est vraiment très rassurant. Voilà. Donc voilà, comme je le disais en intro, pour ceux qui sont arrivés après, je vais aborder pas mal de choses et à la fin, je regarderai vos questions bien évidemment. Donc n'hésitez pas à en laisser en commentaire. Ensuite, pour la question, est-ce que je vais réussir à communiquer avec les gens si mon niveau de langue n'est pas très bon? Alors, je ne vais pas vous mentir, bien sûr que ce n'est pas évident quand on arrive dans un pays dont on ne parle pas la langue, mais il y a quand même des techniques pour s'améliorer dans la langue du pays, notamment prendre des cours de langue. Ça peut paraître un peu bête, mais c'est quand même la meilleure façon de faire les choses quand on arrive. Non seulement vous allez apprendre la langue d'un natif, certainement dans le pays. Ensuite, quand vous allez sortir des cours dans la ville, dans votre colocation, etc., vous allez continuer à parler la langue du pays et en plus, vous allez vous faire des potes. Et quand on arrive, c'est vraiment très précieux d'avoir un petit noyau amical qui se crée. Vous allez les voir, les revoir. Chacun va peut-être partir dans une colocation. Vous allez aller à des soirées chez les uns, chez les autres. J'ai du mal à dire ça, j'ai l'impression qu'il n'y aura plus jamais de soirée. Complètement déprimant. Si, il y aura un jour des soirées, on pourra s'amuser un jour. Et donc du coup, vous pourrez là aussi rencontrer les amis de vos amis et avoir vraiment votre réseau qui s'ouvre assez rapidement dans votre nouvelle ville. Donc les cours de langue, pour ça, c'est assez intéressant. Pour ceux qui n'aiment pas du tout les cours de langue, qui n'aiment pas l'école, qui n'ont pas envie de retourner devant un prof, vous pouvez aussi envisager de faire du volontariat. Peut-être que vous connaissez les réseaux Help Exchange, Workaway ou Woofing par exemple. Ça vous permet de faire du volontariat, donc vous allez aller dans une petite structure, une famille, une ferme, etc. qui a besoin d'aide, qui ne pourra pas vous rémunérer, mais qui en échange de votre travail va vous loger et vous nourrir. Et ça, il y a beaucoup de PVTistes, notamment en Australie, Nouvelle-Zélande et en Amérique du Sud, mais pas seulement, qui le font en début de séjour pour être en immersion dans le pays, dans la langue du pays, chez des hôtes qui sont assez sympas, qui vont prendre le temps de parler doucement, peut-être de reformuler pour vous, etc. Et donc,
c'est pas une, comment dire, vous n'avez pas la pression que vous pourriez avoir dans un emploi puisque c'est du volontariat, donc c'est quand même plus détente. Également, je vous conseille de regarder sur le site que vous aurez choisi pour votre volontariat les commentaires laissés par les anciens volontaires. Si les gens vous disent la famille était trop sympa, on a passé des trop bons moments, je me suis presque sentie chez moi à 10 000 km de chez moi, foncez. Parce que typiquement, ça va être des gens qui vont prendre du temps pour vous aider à vous améliorer dans la langue. Si c'est un autre qui est jamais là, qui est pas dispo, que ça gonfle, que vous parliez pas la langue du pays, ça risque d'être une expérience un peu moins sympa. Donc regardez bien les commentaires. Également, et ça je m'adresse surtout aux Français, peut-être qu'il y a des Belges ce soir, j'ai l'impression que ça touche plus les Français que les Belges, on est complexé. Quand on parle pas très bien une langue, mais moi la première, hein, attention, on a peur de notre accent, on a peur que la grammaire soit pas parfaite. Au fil des ans, je me suis dit que c'est peut-être parce qu'on est un peu un peuple d'intellectuels d'une certaine façon. On est vachement sur la langue, on veut pas faire des fautes, la grammaire c'est importante. Quand on voit que dans d'autres langues, les gens sont beaucoup plus relax, moins focalisés sur il faut que les phrases soient impeccables, sans faute, etc. Voilà, bon, ça dépend des gens, mais moi je sais que je suis un peu à cheval là-dessus. Et c'est vrai que du coup, peut-être que du coup, cette rigueur qu'on impose à tout le monde chez nous, bah, on l'attend de nous quand on va à l'étranger. Sauf que c'est impossible de parler parfaitement une langue. On dit que pour être bilingue, il faut 7 ans en immersion totale, limite sans parler sa langue d'origine. Donc, vous mettez pas la pression. Vous aurez un accent, c'est certain, mais vous l'avez sans doute déjà entendu. À ce qui paraît, notre accent est mignon ou sexy ou les deux, ça dépend des sources. Mais bon, que ce soit mignon ou sexy, c'est plutôt positif. Donc, à la limite, sans faire un accent immonde francophone avec tous les R bien marqués, gardez votre petit accent francophone et ce sera mignon. C'est pas ça qui doit vous complexer. Après, le reste, je dirais que si votre grammaire est pas parfaite, c'est pas gênant, sauf si elle empêche les gens de bien vous comprendre. Si on ne comprend pas du tout ce que vous dites, bon forcément c'est problématique, hein, ça va vous jouer des tours. Par contre, si c'est juste imparfait, vous inquiétez pas, plus vous allez parler, mieux vous parlerez, comme je le dis souvent. Voilà. Ensuite, pour ce qui est, est-ce que je vais rencontrer du monde? La peur de la solitude. Bien sûr qu'elle est légitime, cette peur de solitude. On ne part pas en PVT pour subir, être seul, enfermé chez soi toute une année, ça c'est certain. Alors après, il y a des gens qui sont très bien en solo, qui vivent très bien leur PVT tranquille, ça c'est bien. Mais si vous êtes quelqu'un qui aime bien être très entouré, il va falloir noter quelques petites techniques. Peut-être favoriser l'auberge de jeunesse en début de séjour, plutôt que d'aller vous enfermer dans un Airbnb tout seul. En auberge de jeunesse et ensuite en colocation, vous allez rencontrer des gens, vos colocataires, leurs potes, etc. Au boulot aussi, vous allez en rencontrer. Vous pouvez vous mettre dans un club de sport, un club de danse. Je sais pas, vous pouvez aller dans un bar qui fait des cours de salsa tous les jeudis. Vous pouvez jouer au foot, faire du bénévolat. Il y a plein de façons de rencontrer des gens quand on est à l'étranger. Et c'est important, si vous avez besoin d'être entouré ou simplement si vous voulez pas être seul, je le comprends tout à fait, il va falloir un petit peu forcer les choses. Moi, je sais que quand je suis arrivée en Australie, j'étais en auberge. J'étais dans un dortoir de 4 avec des Allemandes. Dans la cuisine de mon auberge, j'ai entendu 2 Françaises. Donc on s'est mis à manger ensemble et tout. On est sortis un soir tous les gens de l'auberge et après j'ai trouvé une colocation, elle aussi. Donc je les ai revues plus tard, certaines s'étaient fait des potes. Enfin là, comme je vous disais tout à l'heure, le réseau après il grossit. Ensuite, bon bien sûr vous pouvez parler aux gens dans tout plein de contextes différents, hein. C'est pas forcément évident partout, mais si vous êtes quelqu'un de sociable, ce sera pas compliqué. Quand vous voyagez, ça peut être dans les campings, en auberge de jeunesse. N'hésitez pas à aller vers les autres. Généralement, les gens sont sympas. Parfois, peut-être qu'ils ne viendront pas forcément vers vous. C'est ce que j'ai connu, moi, dans les campings en Nouvelle-Zélande. J'étais un petit peu étonnée. Enfin, ça ne m'a pas déçue. Nous, on était 3, donc ça allait. Mais je trouvais que dans les campings, les gens ne se parlaient pas beaucoup. Voilà, mais je pense que si on était allé les voir, ils auraient été sympas. Donc voilà, forcez un petit peu les choses. Ensuite, vous pouvez envisager, ça on le note à chaque fois, ça peut être une technique aussi, les applis de rencontres, soit pour faire des rencontres bien évidemment, soit pour faire des rencontres platoniques, pour rencontrer des gens dans la ville et peut-être aller faire des activités, etc. C'est aussi possible de le faire, je connais des gens qui utilisent des applications mobiles pour ça et ça peut fonctionner. Ensuite, bien évidemment, apprenez à savoir être seul. Si vous vous rendez compte aujourd'hui qu'en partant en PVT, vous ne savez pas être seul, que c'est source d'angoisse, je vous invite vraiment à profiter de votre PVT pour essayer de voir les temps que vous avez en solo
comme des temps de qualité, que ce soit dans un bus, un soir dans une auberge de jeunesse, quand les gens autour n'ont pas trop parlé avec vous, etc. Subissez le moins possible parce que je l'avais déjà dit l'autre fois, je crois, dans la séance sur le partir seul en PVT, quand on sait être seul dans la vie, c'est une richesse pas possible en fait. Parce que plus jamais on fait des choses avec des gens qu'on n'apprécie pas pour pas être seul, plus jamais on se force à attendre que les autres soient disponibles pour faire des choses. On est autonome et on fait 10 000 fois plus de choses. Et surtout, on s'encombre pas de gens qu'on n'apprécie pas plus que ça juste parce qu'on veut pas être seul. Enfin, j'en connais des gens qui ont fait ça et c'est pas forcément des bons souvenirs a posteriori. Donc attention à ça. Petite précision, tout à l'heure j'ai oublié de mentionner un live que vous retrouverez aussi sur YouTube. C'était partir en PVT sans parler la langue du pays. Ça peut vous intéresser, on donne là aussi des conseils pour tous les pays du PVT sur quelles sont les techniques pour s'améliorer et puis contourner un petit peu certaines difficultés. Voilà. Ensuite, la question, est-ce que je vais trouver du travail? Alors j'ai découpé par pays. Si vous allez en PVT en Russie, bon, les témoignages qu'on a depuis des années, c'est que c'est quasiment impossible de trouver un boulot en PVT. Je crois qu'on a eu notre premier témoignage d'une personne qui a réussi cette année. Auparavant, c'était plutôt du volontariat ou éventuellement des stages, c'est pas évident. Je préfère le dire. Pour l'Amérique latine, c'est pas forcément évident de trouver du boulot, en tout cas du boulot rémunéré correctement. Généralement, les gens qui arrivent à travailler, ça va être dans la restauration et dans le tourisme. Peut-être que vous trouverez dans un autre boulot, peut-être dans une grande entreprise, ça dépend de votre domaine, de votre niveau d'espagnol ou de portugais selon où vous allez, peut-être de votre niveau d'anglais si c'est une grande boîte internationale, mais c'est sûr que c'est souvent pas les PVT où on a le plus d'opportunités en termes d'emploi. Taïwan, pas forcément évident non plus, sauf si vous parlez mandarin, ça peut être un gros plus bien évidemment. Pour le Japon, la Corée et Hong Kong, il y a du travail. On a sur pvtis.net des dossiers, alors j'ai un gros doute sur le Hong Kong, mais je pense qu'on a un dossier sur l'emploi pour Hong Kong. Pour le Japon et pour la Corée, on en a, ça c'est sûr. Notamment pour la Corée, on a un article à part qui liste les métiers qu'on peut faire en PVT en Corée. Quand on parle pas la langue du pays, donc ça peut être assez intéressant. Vous verrez, il y a des choses sympas, genre figurant, etc. Pardon, il y a pas mal de PV10 qui ont réussi à faire ça. Ou top modèle aussi, on a eu un PV10 qui est devenu mannequin, peut-être pas top modèle, mais en tout cas mannequin en Corée. En tout cas, c'est les 3 pays du PVT qui sont les plus restrictifs en termes d'emploi. Le Japon, on n'a pas le droit de travailler dans le domaine de la nuit, du jeu, de l'alcool. La Corée, on n'a pas le droit de travailler plus de 25 heures par semaine quand on est français. Et pour les Belges, c'est limité à 6 mois maximum dans l'année. Et en termes d'emploi, on n'a pas le droit de faire des métiers qui sont régis par un ordre, grosso modo. Architecte, avocat, journaliste aussi, et même l'enseignement, malheureusement. Pour Hong Kong, c'est 6 mois maximum avec le même employeur. C'est le cas aussi de l'Australie, hein, les 6 mois maximum avec le même employeur. Mais en Australie, il y a tellement de oui mais qu'il y a plein d'exceptions. Donc vous avez toujours des moyens de travailler plus de 6 mois pour le même employeur. Alors qu'à Hong Kong, c'est quand même assez rigide comme règle. Côté Australie et Nouvelle-Zélande, il y a du travail, surtout si on n'a pas des grosses attentes ou des attentes trop précises sur le boulot qu'on veut faire. Là aussi, on a des dossiers sur PVTist. Trouver du travail en Australie, trouver du travail en Nouvelle-Zélande, le fruit picking en Australie, le travail saisonnier en Nouvelle-Zélande. Vraiment, on a beaucoup de choses sur ces sujets-là. Si vous êtes OK pour faire de la cueillette de fruits et légumes, empaqueter des fruits et des légumes, faire tous les boulots avant et après les récoltes, il y a du boulot, concrètement. Donc ça ne doit pas trop vous inquiéter. Après, si vous voulez absolument rester en ville, là, il y aura forcément plus de concurrence, certainement, avec d'autres PVTistes qui parlent peut-être mieux anglais que vous. Voilà, tout ce qui est service, vente, etc. Vous pourriez avoir des opportunités, mais c'est pas mal d'avoir de l'expérience et aussi un niveau d'anglais quand même un petit peu décent. C'est ça. Pour le Canada, c'est clairement le pays du PVT où il y a le plus d'opportunités professionnelles. Ça ne veut pas dire que vous allez certainement à coup sûr trouver dans votre domaine. Simplement, c'est un PVT qui dure 2 ans, donc avec plus d'opportunités forcément. Également, c'est le seul PVT, non, c'est pas ça que je voulais dire. Donc, ouais, c'est le seul PVT où le français est un atout, c'est ça que je voulais dire. Parler français quand on part en Corée, en Uruguay ou en Australie, c'est pas forcément pertinent, sauf peut-être sur certains postes. Alors que quand on va au Canada, si on va au Québec, bon bah bien sûr c'est la langue de la province, et si on va en dehors du Québec, ça reste une langue officielle du pays, l'anglais et le français. Il y a beaucoup de jobs, notamment en lien avec le service à la clientèle, qui nécessitent qu'on parle les 2 langues. Donc forcément vous avez là aussi plus d'opportunités et parfois l'opportunité d'avoir des postes bilingues qui sont mieux rémunérés.
Voilà. Ce que j'ai noté justement, je le mentionnais tout à l'heure, c'est que pour tous ces pays-là, c'est important de regarder si votre métier, comment dire, est soumis à des règles, des réglementations, etc. Vérifiez que votre métier n'est pas réglementé dans le pays dans lequel vous voulez aller. Souvent, c'est ingénieur, santé, la comptabilité parfois. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'électricité. Qu'est-ce que je peux donner comme autre exemple? Il y a pas mal de boulot, le droit également, qui ne vous permettent pas d'exercer votre métier dès que vous allez arriver en PVT. Bien souvent, vous allez devoir passer une sorte d'équivalence ou obtenir une licence ou rejoindre un ordre ou une association qui gère votre profession. Ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est bien vérifier si c'est votre cas ou non. Si c'est le cas, vous renseignez directement auprès de l'organisme qui régit votre profession pour savoir ce que vous allez devoir faire. Si c'est une formation qui dure 5 mois, qui coûte 8 000 $, vous allez peut-être vous dire je vais peut-être pas faire ça pendant mon PVT, ou alors même je ne vais pas partir en PVT, ça vous revient comme décision. Par contre, si c'est une petite formation de 5 jours qui coûte 200 $, bien sûr vous allez le faire, je pense. On a sorti notamment pour l'Australie un dossier sur les métiers du bâtiment qui parle de toutes les licences, etc. Donc je vous invite vivement à le consulter sur PVTist si vous êtes dans ce domaine-là. Si vous êtes demandeur d'emploi, donc au Pôle emploi, là je m'adresse plutôt aux Français, n'hésitez pas, si vous êtes allocataire, ou alors si vous êtes inscrit simplement, je ne sais plus quelle est la nuance, n'hésitez pas à contacter le Pôle emploi. Vous pourriez être suivi par quelqu'un du Pôle emploi international qui pourrait vous aider pour refaire votre CV, pour savoir s'il y a du boulot là-bas, etc. Et ils font de l'accompagnement pour tous les pays. Ça marche aussi pour les pays d'Asie, donc super précieux si vous pouvez vous faire aider, notamment pour vos CV coréens ou japonais. Je pense à cela en particulier parce que pour moi ça paraît super difficile. Vous aurez quand même, en partant en PVT, vous aurez eu quand même une aide non négligeable. Voilà. Ensuite, n'hésitez pas également à chercher toutes sortes de boulots quand vous arrivez en PVT. C'est vrai que comment dire, quand on arrive, qu'on a fait des études, etc., on peut être tenté de chercher directement dans son domaine. Vous pouvez le faire, mais n'hésitez pas quand même à essayer de trouver des petits boulots alimentaires, parce que ces boulots-là, en fait, ils auront comme avantage de vous permettre d'avoir une ligne sur votre CV qui prouve que vous avez déjà travaillé dans le pays, et souvent, ça rassure les employeurs locaux. Donc, voilà, n'hésitez pas à retomber plus bas et ensuite continuer votre recherche d'emploi, peut-être que ça paiera. Restez pas trop fixé sur votre emploi à vous. Voilà. Ensuite, gardez à l'esprit par rapport au travail que si tous les pays du PVT vous demandent d'avoir des économies qui sont en moyenne de 2500 €, mais ça peut être plus ou moins selon les pays, c'est justement parce que les autorités savent très bien que vous n'allez pas trouver du travail en 2 jours. Donc si vous ne trouvez pas du travail en 2 jours, ni même en 1 semaine, ni même en 2 semaines, c'est pas grave. Vraiment, faut pas que vous soyez inquiet là-dessus. Ça fait partie de l'expérience. Il y en a qui trouvent très vite, il y en a qui trouvent moins vite. Donc, ayez bien les économies qui vous sont demandées, voire plus. Et si ça prend du temps, eh ben, ça prend du temps. Peut-être que derrière, vous allez enchaîner 6 mois de travail et vous faire énormément d'argent. Ce sera vite oublié, ces premières semaines, un petit peu de latence avant de trouver votre premier emploi. Voilà, le volontariat, j'en ai parlé tout à l'heure, n'hésitez pas à en faire aussi pendant votre PVT, notamment au début, si vous sentez que vous ne trouvez pas du boulot parce que vous n'avez pas encore d'expérience dans le pays, parce que vous ne parlez pas bien la langue, un volontariat, ça peut aussi être mis sur un CV et ça peut aussi être apprécié par un futur employeur. Voilà, donc tout ça je vous l'ai dit, beaucoup de boulot dans la cueillette de fruits et légumes. Il y a pas mal de boulots qui sont assez faciles d'accès où les employeurs ne regardent pas vraiment qui recrute. C'est le premier qui passe, il est pris. Donc cueillette de fruits et légumes, des fois ça peut être pour laver des voitures. J'ai eu pas mal de témoignages récemment de PVTistes, notamment en Australie, mais je suis sûre que c'est un peu partout, qui faisaient des livraisons à vélo pour Uber Eats, Deliveroo, etc. Donc ouais, c'était quand j'étais à Clermont l'année dernière, il y en a un qui me disait dès qu'on n'avait plus d'argent, on trouvait un vélo et enfin on empruntait un vélo à quelqu'un ou on s'en achetait un et on faisait des livraisons pendant quelques semaines pour se faire de l'argent. Voilà. Autre petit point qui peut inquiéter aussi avant de partir, auquel on a pensé sur la fin là, c'est que faire si on veut partir en PVT mais qu'on n'ose pas le faire parce que notre conjoint ne veut pas partir. Ça, c'est super difficile pour le coup. Moi, ce que j'ai noté, c'est qu'une relation à distance, c'est jamais facile. Il y a des gens qui ont réussi à le faire. Je pense notamment à ma collègue Marie pour son tout premier PVT. Elle est partie toute seule pendant 1 an à Toronto. Ça a très bien marché. Ils sont toujours ensemble, tout va bien. Mais c'est pas forcément évident. Non seulement pour l'avenir de votre couple, mais aussi pour que vous viviez votre PVT à fond. Que vous ne soyez pas inquiet ou que votre conjoint ne soit pas inquiet parce que vous ne donnez plus de nouvelles pendant un moment parce que vous ne captez pas, ou, enfin, ce genre de choses. Donc, c'est pas forcément évident, mais quand même, bon,
il faut savoir que forcer quelqu'un à partir, vous pourriez vous dire je vais motiver mon conjoint, allez, il va peut-être me suivre. C'est plus ou moins ce que j'ai fait avec le cofondateur de PVTist. Donc comme quoi j'ai peut-être bien fait. Bon, maintenant il est toujours là-bas, il est très heureux. Je ne l'ai pas forcé, mais j'ai essayé d'insister un peu. Il a cédé, bizarrement. J'étais là, ah bon? Putain, c'était facile pour une deuxième tentative. Donc finalement, j'ai réussi. Mais forcer quelqu'un, c'est pas forcément une bonne idée parce que si la personne traîne les pieds, elle aura pas envie de partir. Quand elle va arriver, elle va même pas être forcément dans une bonne humeur, etc. Ça va être un boulet pendant tout le voyage parce que c'était pas mon projet, c'était le tien. Moi, je t'ai suivi parce que tu as insisté. Ne gâchez pas votre PVT avec ce genre de situation. Mais également, et là je parle aux conjoints de ceux qui veulent partir, empêcher quelqu'un de partir ou retenir son conjoint ici parce que nous on n'a pas envie de partir en PVT, c'est pas une bonne idée non plus. Vous risquez franchement d'avoir des regrets, d'avoir fait cet effort pour quelqu'un, surtout, et je ne vous souhaite pas, si ça dure pas entre vous, vous vous direz, alors en fait j'ai remis en question le rêve de ma vie pour quelqu'un avec qui je suis plus. Bon. Ça c'est difficile à avaler, je dois dire. Et même si ça marche entre vous, peut-être que ce sera dur à avaler. Faites attention à ça. Peut-être que ça vaut le coup d'envisager un PVT court. Sachez que les PVT durent 1 an maximum ou 2 ans maximum selon les destinations. Mais si vous avez envie de faire un PVT de 3 mois, pourquoi pas finalement. La difficulté d'un PVT de 3 mois, c'est que si vous prenez déjà 1 mois ou 5-6 semaines à trouver un boulot, il ne reste plus beaucoup de temps après. Donc, à vous de voir, peut-être faire un PVT de 5 mois. C'est sûr que partir 5 mois loin de son conjoint ou sa conjointe, c'est pas facile, mais c'est pas 1 an non plus. Donc voilà, ça pourrait être ça l'entre-deux. Vraiment, à vous de voir. Et là aussi, je vous renvoie vers le forum sur PVTist. On a une discussion qui s'appelle « Qui a laissé son chéri pour partir en PVT ?» Là aussi, il y a 10 ans de conversation avec des témoignages, etc. Ça peut être quelque chose qui vous intéresse. Voilà, c'est pas évident comme situation. Pensez à l'autre, pensez à vous. Voilà, vous ne créez pas une rancœur qui fait que dans 5 ans, dans 10 ans, vous reprocherez à l'autre de vous avoir empêché de partir. C'est hyper délicat comme situation, hein. Je ne veux pas donner des conseils, je ne suis pas conseillère matrimoniale, mais voilà, si c'est vraiment un rêve pour vous, le mettez peut-être pas de côté. Voilà, donc ça c'est pour toutes les peurs vraiment loin, qui vous empêchent de vous lancer. Ensuite, il y a les peurs un peu avant de partir. Vous avez votre visa, vous avez votre billet d'avion et ça approche. Et alors là, il y a d'autres inquiétudes. Mais pourquoi je fais ça? Moi, ça a été en montant dans l'avion avant l'Australie. Je me suis dit, mais enfin, c'est pas possible. Comme je le disais l'autre jour dans un autre live, je suis bien ici. J'ai des amis et tout. Là, je vais partir, je vais être toute seule. Je sais même pas si je vais trouver du boulot. Enfin voilà, je me disais vraiment, je vais être toute seule. N'importe quoi, en 2 minutes, j'avais des gens. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? En fait, on a des peurs, mais elles sont pas forcément cohérentes. C'est juste qu'elles envisagent le pire pour nous. Alors qu'en fait, souvent, le pire se produit pas. Donc bon, pourquoi je fais ça? J'avais tout ici, ma famille, mes proches, un boulot, un appart. Je fais table rase et je repars à zéro. Voilà, il y a des gens pour qui c'est grisant ça. Cool, je repars à zéro. Je pars là-bas, personne ne me connaît. Je pourrais être qui je veux, vivre ce que je veux. Voilà, et puis il y en a pour qui c'est angoissant. Et ça, je le comprends bien évidemment. Également, est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je vais regretter? Ça, c'est terrible, cette question. Ça, c'est une question qui nous suit toute notre vie, malheureusement. Donc, pour reprendre ces questions, pourquoi je fais ça? C'est le grand classique. Je me suis vraiment noté le grand classique. Je pense qu'il n'y a aucun PVTiste, ou en tout cas pas beaucoup, qui ne se pose pas à un moment donné cette question. On quitte forcément quelque chose d'assez confortable ici, sauf ceux qui se barrent parce qu'ils n'en peuvent plus, donc dans ce cas-là, ils sont tranquilles. Mais pour ceux qui quittent une vie agréable, là, on décide volontairement de se mettre en danger socialement et financièrement. Donc c'est compréhensible qu'on ait peur, c'est presque sain finalement que vous ayez peur. C'est vraiment, ça ne doit pas vous inquiéter. Ensuite, est-ce que je vais le regretter? Bien sûr, c'est une des questions qui va vous suivre toute votre vie. J'ai l'impression que plus les années passent, plus on se pose ce genre de questions. Dans la trentaine, c'est bien pire que dans la vingtaine. Moi, je ne me la posais pas dans la vingtaine. Dans la trentaine, vachement plus. Donc oui, est-ce que je vais le regretter? Personne ne le saura. Après, je vais me lancer. Qui eût cru que j'allais citer Big Flo et Oli? C'est quoi leur phrase? Mieux vaut vivre avec des remords qu'avec des regrets. Ouais, on distingue les remords, c'est-à-dire regretter d'avoir fait quelque chose au regret. Les regrets, c'est regretter de ne pas avoir fait quelque chose. Souvent, quand on ne fait pas quelque chose, on a des regrets qui sont un peu de l'ordre du fantasme. On n'est jamais parti en Australie, on rêvait d'y aller. Toute notre vie, on va se demander comment ça aurait été. Qu'est-ce que j'aurais fait? Qu'est-ce que j'aurais vu? Qui j'aurais rencontré? Quel boulot j'aurais essayé? Est-ce que ça m'aurait plu? C'est dur ça. Parce qu'il y a un fantasme, hein. C'est bien sûr que ça aurait été parfait dans votre esprit. Alors que si vous partez, si c'est génial, très bien. Si au bout de 6 mois, bon, vous n'êtes pas convaincu et finalement vous rentrez
vous vous direz j'ai tenté le coup, c'était pas fou finalement. Donc là pour le coup, vous pourriez avoir un remords de dire bah mince, j'ai refusé un CDI dans mon domaine par exemple pour partir en Australie. Mais le remords d'avoir perdu un CDI pour partir en Australie, il sera toujours moins dur à assumer et à supporter que le regret de n'être jamais allé en Australie. J'espère que je suis claire. Voilà, les remords sont moins difficiles à digérer que les regrets. Et également, faites attention quand on s'inquiète comme ça, des fois on voit des signes. Il y a peut-être des gens cette année qui se sont dit ah bah tu vois il y a le Covid, c'est un signe. Moi mon signe, je me suis complètement ridiculisée ce jour-là. Le jour où je devais partir en PVT en Australie, mon père m'appelle en me disant bon c'est bon t'es prête, t'as ton passeport? C'est la question de base. Bah non, je l'ai jamais retrouvé, il était plus là. Je sais pas où, je sais pas, je l'avais emmené quelques jours avant pour faire refaire ma carte d'identité, soit on me l'a piqué dans le métro, j'en sais rien. Mais j'avais pas mon passeport, je n'ai pas pu aller à l'aéroport, j'ai pas pu partir en Australie. Franchement, j'ai vu ça comme un signe sur le moment, je me suis dit mais voilà, je pleurais en me disant mais voilà, faut pas que je parte. Heureusement que je me suis pas écoutée parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'Australie c'était une des meilleures années de ma vie. Et si je m'étais arrêtée à j'ai perdu mon passeport, c'est un signe, franchement quel dommage. Ça aurait été trop nul. Donc attention, écoutez pas trop les signes, voyez pas des signes là où il y en a, où il y en a pas, pardon. Voilà, faites attention à ça. Ensuite, les peurs en début de séjour. Alors là, souvent, ça va être bon, alors je suis là. Ok, cool, maintenant je suis là. Qu'est-ce que je fais? Faut que je trouve un logement, faut que je trouve un appart, faut que je rencontre des gens. Là, ça peut être plutôt des angoisses de il faut pas que je sois mauvais, quoi. Donc elles sont souvent un peu plus légères. Parce que c'est souvent dans ces moments-là qu'on se rend compte que notre capacité d'adaptation, elle est incroyable. On est des êtres qui s'adaptent très vite. Pour certains, il faut 2 jours. Pour d'autres, il faut 2 semaines. Encore une fois, laissez-vous le temps. Si vous avez des angoisses, des peurs, accueillez-les, c'est pas grave. Ça fait partie du truc. Pensez qu'on a été peut-être des milliers avant vous à avoir exactement les mêmes peurs. Vous prenez pas la tête, allez vous balader dans la ville, faites des trucs sympas, sortez avec les gens de votre auberge, rencontrez d'autres gens, buvez des coups, etc. Buvez trop, amusez-vous, j'en sais rien. Faites ça et vous aurez le temps de penser plus tard, déjà. Mais dites-vous qu'assez vite, au bout de quelques jours, on se réveille dans le même lit, dans le même dortoir d'auberge de jeunesse ou peut-être dans un même Airbnb si on a choisi ça, dans un même quartier, on va au même arrêt de bus, à la même station de métro. On commence à se créer une mini routine, mais qui a un côté rassurant aussi, ça y est, vous êtes chez vous. Et ça, on s'en rend compte, moi je trouve, assez vite. Très vite, votre nouvelle vie, c'est ça. Vous n'êtes pas dans le passé. Qu'est-ce que je vivais chez moi? Non, ça y est, vous êtes là. En fait, vous êtes concret. Vous allez à la banque, vous allez demander ça dépend des pays, votre NAS au Canada, votre IRD en Nouvelle-Zélande, votre Cédula en Argentine ou en Colombie. Voilà, non, plutôt en Colombie, pardon, j'ai un doute pour l'Argentine. Donc voilà, votre vie, ça y est, elle a commencé, vous êtes dedans et vous avez moins le temps de réfléchir. En fait, vous êtes dans le feu de l'action et généralement, ça va. Après, c'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens pour qui il faut 1 mois avant de se mettre bien dans le bain. Là aussi, il faut pas que ça vous inquiète trop. Si ça prend un petit peu plus de temps, dites-vous que ce PVT, c'est l'occasion de vous découvrir peut-être sous un angle que vous connaissez pas de vous. Se découvrir, c'est se découvrir dans les meilleurs moments, ce que vous allez adorer pendant votre PVT, mais aussi pendant les galères. Ça peut être un accident ou un van qui tombe en panne au milieu de l'outback en Australie, donc genre la pire galère du monde. Ça peut être des gros soucis à trouver du boulot en Amérique latine. Ça peut être plein de choses comme ça. Et dans ces moments-là, on se découvre, on va chercher dans nos ressources. On persévère, c'est important de persévérer vraiment, en tout cas quand on a préparé ce live de ce soir, on a voulu insister là-dessus, c'est persévérer vraiment. Je vais y revenir après, bien sûr vous pouvez rentrer, mais donnez-vous un peu la chance. Faites attention à ne pas être trop dans l'émotion au début, parce que vous pourriez prendre sur un coup de tête la décision de rentrer, alors que vous ne vous êtes pas encore donné totalement la chance de vous immerger. Voilà, je vous souhaite que ça ne prenne pas 1 mois, parce que c'est long 1 mois quand même, hein, plutôt que ça prenne quelques jours. Mais si c'est le cas, vraiment patientez, donnez une chance à votre PVT, c'est vraiment le conseil que je peux vous donner. Et si ça ne va pas, n'hésitez pas bien sûr peut-être à aller sur les groupes Facebook, mais bon des fois il y a des gens qui sont un peu vaches que je trouve. N'hésitez pas à passer sur PVTiste. On a un forum de discussion et on a notamment le premier forum de discussion, ça s'appelle les questionnements avant le départ.
départ, je crois, ou si vous allez directement dans le forum de votre pays de destination. Si vous nous lancez une sorte d'appel, je sais pas comment appel à l'aide, c'est pas le mot, ou un petit SOS, ça nous arrive assez souvent, hein. On en a qui partent demain et sont en complète angoisse. Il y en a qui osent pas se lancer, etc. N'hésitez pas à écrire sur le forum tout ce que vous ressentez, si vous voulez anonymement, sans mettre votre prénom, comme vous avez envie. Vous verrez que ce soit notre équipe ou d'autres PVTistes, on viendra vous encourager. Et on a déjà eu des gens comme ça, c'est vrai que là j'ai pas le lien qui me vient en tête, des gens pour qui ça valait pas du tout moralement en début de PVT. Ça reste une minorité, mais il y en a. Et en plus, dites-vous que ceux qui témoignent, c'est une minorité de la minorité. Il y a des gens qui veulent pas trop en parler, pour qui c'est un petit peu honteux ou qui veulent pas vraiment l'admettre. Et honnêtement, je le comprends. On a des pressions sociales de tous ordres. Et honnêtement, quand on part en PVT, on part pour s'éclater, donc dire aux gens que ça va pas moralement, c'est un petit peu difficile, je le reconnais. Donc quand il y en a qui témoignent, vraiment on essaye de les encourager, en espérant qu'ils tiennent le coup et que si ça va pas, bien sûr, ils rentrent. Voilà, en tout cas, n'oubliez pas que partir en PVT, c'est un challenge. Vous sortez de votre confort familial, amical et de culturel aussi. C'est un confort tout ça. On a beau pas s'en rendre compte quand on est là tout le temps, mais c'est un confort. Et quand on part, on peut être totalement désorienté, déboussolé. Tout change. Dans certains pays, on comprend même pas ce qui est écrit sur les panneaux. Voilà, soyez pas trop sévère avec vous. Si vous êtes déstabilisé, c'est pas grave, ça va passer. Voilà. Donc globalement, tout passe, ça va aller. Cette phrase, elle est vraie. Je l'ai dit à des gens, je me le suis dit à moi-même dans des moments difficiles, ça va aller. Ça, c'est la seule certitude qu'on a. Il y a tout qui passe. Ensuite, comment mettre ses chances de son côté et anticiper quelques soucis? Le premier conseil que je donne tout le temps, c'est les économies. Respectez l'argent qui est demandé pour le pays dans lequel vous allez vous rendre. Et si vous êtes anxieux, vous rajoutez 1000 ou 2000 euros. Peut-être là en temps de Covid, en mettant un maximum d'argent de côté, en dépensant rien. Peut-être en partant, si vous partez à un moment donné, on pourra revoir ses proches. Je sais pas, peut-être lancer l'idée d'une cagnotte pour vous aider dans votre départ. Les gens seront contents peut-être de mettre 20 euros, 30 euros pour que vous partiez avec une somme un peu coquette qui vous permettra d'avoir un petit matelas financier. Et sachez que partir avec de l'argent de côté, ça ne veut pas dire que vous dépenserez tout. Ça veut juste dire que vous serez libéré d'un tracas. Donc ça, c'est quand même assez important. Je recommande même éventuellement, pourquoi pas, d'avoir de l'argent qui reste sur votre compte français ou belge. Vous y touchez pas, limite, ça n'existe pas. Mais si un jour, il y a un besoin urgent, une galère ou un retour en France ou en Belgique spontané, vous aurez de l'argent sur votre compte français ou belge qui vous permettra de réaliser cette dépense. Voilà. Ensuite, vous pouvez bien sûr rentrer de votre PVT. Ça, on n'insistera jamais autant là-dessus. Bien sûr, on vous conseille de persévérer. Changer de ville, changer d'environnement, changer de boulot, changer d'amis, ce que j'ai noté, si ça ne va pas. C'est-à-dire que si vous arrivez dans une grande ville et que vous vous y sentez mal, allez dans une plus petite ville. Si vous êtes en zone rurale et que vous n'aimez pas, peut-être aller dans une plus grosse ville. Si vous êtes, je sais pas, dans un boulot où votre patron est complètement con, quittez votre emploi. Voilà, ce genre de choses. Essayez de déterminer ce qui fait que vous ne vous sentez pas bien. Et dans ce cas-là, vous allez trouver des solutions. Et si ça ne va pas, bien sûr, vous rentrez. Tant pis, vous aurez peut-être des gens qui vont vous dire « Ouah, c'est bizarre, tu ne devais pas partir un an, machin. » La technique que j'ai pour ça, si vous voulez, je vous la donne, elle peut toujours servir. Vous dites aux gens que vous partez en PVT pendant 3 mois. Et au bout de 3 mois, si ça se passe bien, vous dites « Ah non, mais c'est mort, moi, ça se passe trop bien, je reste. » Voilà, ou vous dites 6 mois. Et comme ça, les gens ils vont se dire « Ah, t'as vu, elle rentre même pas tellement, c'est trop bien. » C'est sûr que c'est un discours qui passe mieux que « Ah bah t'as vu, elle est rentrée au bout de 6 mois. » Donc bon, après, si vous avez des proches qui disent ce genre de choses, peut-être qu'il faut plus les voir. Mais je comprends que ce soit dur d'assumer ce qui peut apparaître comme un échec, alors que c'est pas forcément le cas. Ça se trouve, au bout de 6 mois, vous serez rassasié de votre PVT, ça suffit, vous avez envie de rentrer, il n'y a pas de problème. Si les gens veulent voir ça comme un échec, j'ai envie de vous dire que ça les regarde. Faites attention forcément, hein. Les autres, quand on les regarde, c'est un peu le miroir, donc faut pas trop faire attention aux avis des autres. Soyez bien dans vos chaussures. Ensuite, si vous êtes anxieux à l'idée de partir seul, pourquoi pas partir avec quelqu'un, comme je le disais tout à l'heure. Alors, moi, je vous recommanderais de prendre quelqu'un qui va apporter quelque chose à votre expérience. Quelqu'un que vous connaissez bien ou quelqu'un, vous savez que ça va être quelqu'un de très débrouillard avec qui vous allez pouvoir faire plein de trucs, il y aura toujours une solution, ou quelqu'un de très sociable qui va vous permettre de rencontrer plein de gens. Voilà, quelqu'un avec qui vous pensez que ça va coller. Prenez pas le premier inconnu ou votre voisin parce que vous voulez pas être seul. Parce que partir avec quelqu'un qu'on connaît mal, c'est le risque d'avoir là aussi un boulet, un fil à la patte de quelqu'un dont on n'arrive pas à se dépêtrer. Donc attention à ça.
Déjà que quand les gens partent en se connaissant bien, des fois ça se passe mal, donc attention à ne pas partir avec le premier venu, ou alors prévoir que vous partez ensemble, vous prenez l'auberge de jeunesse ensemble, pourquoi pas la première colocation ensemble, mais que si à un moment donné, il y a un peu d'eau dans le gaz, ou surtout si vous n'avez pas les mêmes projets, vous vous séparez en bons termes. Parce que rester dans un endroit parce que la personne avec qui vous êtes parti voulait pas partir et que vous vous êtes engagé à rester avec elle pendant tout le séjour, bah non, enfin vous n'êtes pas là pour subir, voilà, enfin c'est pire qu'être en couple et subir de rester, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, communiquez bien avec la personne avec qui vous partez pour que le fait de vous séparer à un moment donné ou à un autre de votre PVT soit une éventualité. Voilà. Ensuite, à défaut de partir avec quelqu'un, pourquoi pas voir dans votre entourage s'il n'y a pas l'ami d'un ami, la tante de votre cousine, de je sais pas qui vit là-bas peut-être, qui va vous permettre de rencontrer des gens à l'arrivée, peut-être d'avoir une petite porte d'entrée. Ça peut être intéressant de le faire, voilà, en postant sur les réseaux sociaux, voir si quelqu'un connaît quelqu'un qui est là-bas. Et puis sinon, pourquoi pas poster sur les groupes Facebook pour, je sais pas, vous arrivez en PVT un lundi, le mercredi proposer un ciné, peut-être qu'il y aura 2-3 PVTistes ou étrangers d'ailleurs, hein, vous pouvez intégrer des groupes de toute nationalité qui seront intéressés d'aller au cinéma avec vous, par exemple. Voilà, et dites-vous que les contacts que vous avez sur place, c'est pas le même engagement que partir avec quelqu'un en PVT. Là, c'est un contact que vous avez sur place. Peut-être que ni vous ni lui ne voulez tout faire ensemble, mais vous aurez ce contact. L'exemple que je peux donner, puisque ça m'est arrivé, moi quand je suis partie en Australie, ma mère travaillait avec quelqu'un dont la fille venait d'arriver en PVT en Australie peut-être un mois avant. J'ai pris son numéro, je lui ai envoyé des emails, et puis quand je suis arrivée, je l'ai rencontrée. Et donc elle-même était partie avec 2 copines. Le soir même, elle retrouvait 2 mecs qu'elle avait rencontrés à un arrêt de bus, qui eux-mêmes connaissaient des potes de longue date de Barcelone, qui étaient en Australie à ce moment-là, à Sydney plus précisément. Et ce soir-là, du coup, j'ai rencontré tous ces gens-là, grâce à elle. Donc génial, puisque pas tous, mais 80% de ces personnes-là, je les ai encore vues il y a quelques mois, au mois d'août, parce qu'on est amis depuis vraiment très longtemps maintenant, depuis plus de 10 ans. Donc voilà, ça peut être vraiment, c'est important des fois d'avoir un contact, ça peut tout changer de votre expérience. Et je trouve que cette fille-là, enfin voilà, c'est devenu une amie très importante pour moi. Si ça n'avait pas été le cas, elle aurait quand même été quelqu'un qui m'aurait mis le pied à l'étrier, donc c'est toujours intéressant d'avoir un contact. Vous pouvez éventuellement prévoir un PVT bien clair, je veux faire ça, tant de mois, etc. Vous verrez qu'on ne réalise jamais les projets qu'on a prévus pour son PVT, mais peut-être que ça peut vous rassurer d'avoir devant vous une année type. Je voudrais, vous verrez ce que vous ferez. Je vous conseille simplement de vous laisser porter par le vent au gré des rencontres et au gré des opportunités et de ne pas rester trop fixé sur votre projet initial. Mais avoir un projet initial, ça peut non seulement vous rassurer, et pourquoi pas si vous avez notamment des parents, si vous êtes jeune par exemple, des parents qui s'inquiètent, leur dire voilà ce que je vais faire, voilà avec combien je pars. J'ai pris une assurance, vous inquiétez pas, s'il m'arrive un truc, je serai soignée. Voilà, ça peut rassurer aussi les proches. Renseignez-vous bien sûr sur le pays. Vous pouvez aller sur des sites internet de voyage, je sais pas, le Petit Routard, ce genre de choses, etc. Et bien sûr, complétez vos recherches purement touristiques par des recherches liées au PVT sur pvtis.net. Sur notre site, on a quand même beaucoup d'infos. Comme je vous l'ai dit, on a les guides des PVTistes pour 5 pays. On a plein de dossiers sur le logement, l'emploi, la préparation au départ, les démarches à l'arrivée pour chaque pays. Vraiment pas mal de choses que... Voilà, vous avez sans doute un petit peu de temps là prochainement, peut-être pas pendant les fêtes, mais en tout cas en début d'année, vous aurez le temps un petit peu pour lire des choses. Plus vous allez lire, plus vous allez un petit peu, pas vous projeter, mais au moins avoir des choses en tête, des connaissances, des « ah, il faut que je fasse attention à ça » pour éviter toutes sortes de galères. Voilà. Pourquoi pas prendre des cours de langue avant de partir, soit en allant en classe, soit en téléchargeant des applications comme Duolingo ou Babbel par exemple. Duolingo est gratuit, Babbel est payant, mais sur pvtis.net vous avez 20% de réduction. Les 2 applications sont un petit peu différentes. Duolingo, ça peut être un bon début. Je trouve que Babbel est quand même plus instinctive. Je pense que c'est pour ça aussi que elle va un petit peu plus loin. Sans doute pour ça que c'est payant, mais c'est pas très cher, surtout avec les 20%. Il me semble que c'est pas vraiment très cher. J'ai plus le prix en tête, mais voilà. Ça peut être intéressant pour vous dérouiller un petit peu dans la langue du pays dans lequel vous allez, en sachant qu'il n'y a pas japonais, mandarin et coréen. Il y a plutôt voilà, l'anglais, l'espagnol, le portugais et aussi le russe. Voilà. Enfin, dernier conseil, pourquoi pas consulter un article qu'on a sur PVTis qui s'appelle « Éviter un retour prématuré » qu'on avait décidé d'écrire parce qu'on avait eu le retour de 2 personnes qui étaient rentrées hyper vite pour des raisons un peu bizarres. Alors, quand je dis un peu bizarre, j'avais entendu quelqu'un qui était rentré de Vancouver
parce qu'elle a trouvé qu'à Vancouver, il n'y avait pas de vie de quartier. Donc elle est rentrée de son PVT après 10 ou 15 jours. Je pense que là, je fais hurler tous les gens qui attendent un PVT Canada. Voilà, son PVT, il a duré 10 ou 15 jours parce qu'à Vancouver, il n'y a pas de vie de quartier. Elle m'a tuée. Faut aller ailleurs. Pourquoi elle n'est pas partie à Whistler, à Banff, à Jasper, à Ottawa, j'en sais rien. C'est trop dommage en fait. Donc du coup, ça nous a donné l'idée de cet article Éviter un retour prématuré pour vous donner justement l'envie et des idées pour vous renouveler avant de rentrer vraiment si ça ne vous plaît pas. Voilà. En conclusion, je voulais vous inviter à lire 2 articles qui sont sympas. C'est des articles de PVTistes. Le premier, c'est Benjamin, c'est La peur du départ. Et le deuxième, c'est Flavien, qui a écrit un article assez détaillé qui s'appelle Face aux craintes et aux doutes avant le départ en PVT, qui avait beaucoup plu quand il avait été publié. Il était assez sincère. Il parlait de toutes les émotions par lesquelles il est passé, notamment le « mais pourquoi je fais ça ?» justement, le fameux. Ça peut être quelque chose qui vous intéresse. Ça peut vous rassurer sur le fait que vous n'êtes pas seul à avoir peur, que ça n'a rien d'anormal. Ça fait partie du truc. Vous aurez toujours des gens qui n'ont pas peur, ou du moins qui disent qu'ils n'ont pas peur, mais tous les autres ont peur, hein. Voilà. Mais dans la vie, on a souvent peur quand on a un nouveau boulot, quand, je sais pas, quand on achète une maison, quand on part en PVT. C'est un sentiment qui fait partie de notre vie, donc que ça ne vous empêche pas de partir en PVT. Je voulais m'auto-citer dans un article que j'ai écrit quand j'ai eu 31 ans. Il faut savoir que moi j'ai fait un PVT Canada, donc le seul jusqu'à 35 ans, à l'époque où j'ai écrit cet article-là. Il n'y avait ni l'Australie ni l'Argentine qui étaient dispo à 35 ans. Et donc ce que j'ai écrit dedans, c'était: si cette expérience, le PVT, ne vous tente pas du tout, passez votre chemin. Mais si vous faites partie de ceux qui disent à leurs proches qui voyagent: tu as de la chance, j'aimerais être à ta place, j'ai peur de sauter le pas, ou encore c'est magique ce que tu vis, prenez conscience que c'est vous qui décidez de la voie que vous allez prendre. Ce n'est pas la vie, si vous la laissez passer, qui vous mènera là où vous rêvez d'aller. Ça, c'est votre job. Voilà, c'est vous qui décidez ce que vous voulez faire de votre vie. Vraiment, vraiment, l'oubliez jamais. Surtout avec une année comme celle-ci. Ça nous a souvent mis en question. Donc voilà, lancez-vous si c'est un rêve le PVT. Enfin, là, ce qu'on voulait mettre en conclusion, essayez de vous dire qu'est-ce que vous allez regretter le plus. Est-ce que c'est d'avoir tenté, quitte à ce que ça se passe bof par exemple, ou de ne jamais avoir tenté, de dépasser l'âge limite de participation au PVT et après de vous demander, peut-être toute votre vie, au moins un paquet d'années, qu'est-ce qui se serait passé. Voilà, je pense que pour la conclusion, c'était important de rappeler ça, je l'ai dit un petit peu avant, mais c'est hyper important de vous projeter peut-être dans 5 ans ou dans 10 ans et de ne pas être vous qui vous en veut maintenant parce que vous n'avez pas osé partir. Donc là, je ne suis pas en train de vous culpabiliser du tout, hein. Je voulais juste vous dire, voilà, essayez de vous lancer. Je pense que l'expérience n'en serait que plus belle. Voilà. Alors maintenant que j'ai arrêté de parler, parce que quand même j'ai parlé longtemps, j'espère que c'était intéressant ce que je vous ai dit, je vais regarder un petit peu vos questions. Alors, le budget, c'est ma plus grande crainte. Comment savoir combien d'argent pourrait suffire? Alors oui, ça c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué. On a fait un live entier qui est consacré au budget quand on part en PVT. Tu peux le retrouver sur notre chaîne YouTube PVTiste. Donc comme ça, tu auras plein de détails. Mais en gros, il faut que tu regardes les économies qui sont demandées par le pays, plus ton billet d'avion, plus ton assurance PVT, plus de l'argent si tu penses acheter une voiture ou un van. Parce que par exemple, l'Australie va demander 5 000 $ d'économie. Si vous voulez acheter un van tout seul, ces 5 000 $, pouf, ils vont dans le van. Ça veut dire que vous êtes à sec. Donc évidemment, il faut estimer son budget en fonction de son projet. Est-ce que vous allez vous installer dans une ville qui coûte cher, plutôt dans une zone qui coûte pas très cher? Est-ce que vous allez essayer de travailler tout de suite, ou est-ce que vous voulez commencer votre PVT parce que vous arrivez à un moment où il fait beau, par 1 mois et demi de voyage? Ça va déterminer aussi votre budget. Est-ce que vous êtes dépensier? Est-ce que vous êtes OK pour dormir en auberge de jeunesse et en colocation, ou est-ce que vous voulez faire du Airbnb et et avoir un appartement à vous? Bon, ça c'est pas évident, je vais pas vous mentir, souvent la colocation c'est un peu inévitable, hein. Ouais, c'est quasiment inévitable. Bon, au Japon c'est plutôt des guest house, mais voilà, c'est un peu de la coloc. Donc je dirais que ton budget, donc ça vaut le coup que tu regardes ce replay, hein, mais ton budget il va dépendre un petit peu de ton PVT. Si tu veux faire un PVT qui est hyper axé sur le boulot, tu prévois d'arriver, de chercher à fond du travail, de prendre tous les premiers boulots qui passent et pourquoi pas chercher autre chose après, tu auras sans doute besoin d'un moins gros budget que quelqu'un qui veut acheter un véhicule et qui prévoit de voyager quasiment la moitié de l'année. C'est ça en fait, c'est pas très précis comme réponse, mais ça donne un petit peu des pistes, disons.
On a aussi des dossiers sur PVTIS, pas pour tous les pays. Je crois qu'on l'a pour Australie, Canada, Nouvelle-Zélande, peut-être Japon, j'ai un doute. Taïwan, oui. Ça s'appelle le coût de la vie. Le coût de la vie au Canada, le coût de la vie en Nouvelle-Zélande. C'est assez intéressant parce que ça peut vous faire réaliser genre que votre forfait téléphonique, ça va être un petit budget tous les mois par exemple. Ensuite, je serai bientôt en année de césure et j'hésite à faire un PVT à cause ou grâce à la plus-value de cette expérience comparée à une autre que je pourrais faire durant cette césure. Bonne question, effectivement, enfin c'est intéressant. Alors, évidemment, je peux te mener vers notre article 16 bonnes raisons de partir en PVT qui pourront déjà te donner un aperçu de ce que ça a comme avantage par rapport à d'autres visas. Faudrait voir un petit peu quelles sont tes autres options. Est-ce que ton option, ce serait juste d'aller bosser dans un pays d'Europe pour trouver du boulot et travailler? Dans ce cas-là, c'est sûr que le PVT, là, je te dirais que ça t'emmène plus loin, qu'il y a un petit peu plus d'exotisme, que c'est peut-être des pays qui sont plus... Bon, non, pas plus, qui font plus rêver. En Europe, il y a des très beaux trucs aussi. Si tu veux aller faire du volontariat en Écosse, pourquoi pas? Finalement, faire du volontariat en Nouvelle-Zélande ou en Écosse, bon, c'est pas du tout la même chose, mais c'est une belle expérience quand même. Ouais, je sais pas comment... Ouais, ça c'est à toi de voir vraiment. Disons que ton PVT, il peut te donner accès à un pays qui te fait rêver. S'il n'y a aucun des 14 pays du PVT auquel tu as accès qui te fait rêver, bon, bah peut-être que c'est pas le PVT la bonne solution, je dirais. Mais le PVT, l'avantage, c'est que c'est vraiment un mélange de travail et de voyage. En tout cas, si on respecte, entre guillemets, le concept initial du PVT. Mais c'est vrai que tu pourrais me dire, mais je vais vivre un an en Irlande, je voyage, je travaille. Ça marche aussi. Tu peux te faire ton petit PVT Irlande par toi-même. Il n'y a pas besoin de visa, donc tu es tranquille. Mais voilà, je ne sais pas du tout. C'est vrai que c'est une très bonne question. Donc c'est plutôt ça. C'est si tu as envie de passer pas mal de temps, plusieurs mois dans un pays avec le droit d'y travailler en dehors de l'Union européenne, le PVT est une bonne solution pour toi. Est-ce une bonne idée de tenter l'expérience en ce moment avec le contexte actuel ou est-ce que c'est mieux d'attendre? Alors, il faut savoir aujourd'hui que tous les pays du PVT ne sont pas ouverts. Alors, je ne voudrais pas dire de bêtises. Aujourd'hui, vous pouvez partir en PVT au Mexique, au Brésil, au Chili, en Colombie, au Japon. Mais encore faut-il réussir à obtenir un visa vacances-travail pour le Japon actuellement. Et en fait, il faut être invité par un employeur ou une école de langue, donc c'est pas forcément évident. Vous pouvez partir à Taïwan, à Hong Kong. Et si vous avez obtenu un PVT Canada, si vous avez vraiment une lettre d'introduction et que vous trouvez un employeur au Canada, vous pouvez partir au Canada actuellement. Pour les autres pays, Australie, Nouvelle-Zélande, Russie, Uruguay, Argentine, c'est fermé. Je pense que j'ai dit les 14 pays. Pour les Belges, la Corée, c'est possible de demander un PVT pour la Corée. Par contre, c'est pas possible de demander le PVT pour Taïwan. Donc par rapport aux pays qui sont ouverts, pourquoi pas finalement? Taïwan, Hong Kong, je me dirais pourquoi pas, ça peut être une très bonne expérience. Le Japon aussi si tu arrives à avoir le visa. C'est sûr que le Mexique et le Brésil, c'est des pays qui sont assez touchés par le Covid. Mais il y a quand même beaucoup de gens, enfin moi j'ai entendu pas mal de gens qui partaient au Mexique, même pas forcément en PVT, parce que c'est un pays qui est ouvert et où c'est facile d'obtenir un visa. Je dirais que c'est sûr que c'est pas forcément évident. Je vous invite à consulter notre article qu'on vous a mis en lien sur la situation dans les pays du PVT. Voir s'il y a des confinements. Par exemple, je crois que c'est en Colombie, là où ils viennent de remettre des mesures en place ou quelque chose comme ça. Donc vérifiez, parce que c'est sûr que si vous partez pour être en confinement, c'est pas intéressant. Par contre, si vous partez dans un pays dans lequel la vie continue, où il y a du travail, et si vous avez peut-être l'opportunité même de vous éloigner des zones qui sont un peu touchées par le Covid, ça peut être tout à fait une opportunité de partir. En fait, je m'attendais à cette question et je me suis demandé si moi, là, j'avais le projet de partir en PVT, surtout si j'avais l'âge de partir en PVT, je serais peut-être partie, honnêtement. Voilà, je sais pas où exactement. Est-ce que j'aurais choisi un pays super safe en termes de PVT, de Covid ou un pays d'Amérique latine? Je sais pas trop, honnêtement. Ça, c'est à vous de voir quel pays vous attire aussi. Voilà, le but après, il faut que vous soyez hyper vigilant, que vous attrapiez pas le Covid là-bas. Prenez bien de toute façon une assurance qui couvre pour le Covid, hein, bien sûr, une assurance PVT. Globe PVT le fait, je ne sais pas si c'est le cas des autres assurances, à vérifier. Mais au moins vérifiez que si vous arrive quelque chose sur place, vous pourrez être rapatrié en France par exemple, ou soigné tout simplement là-bas. Comment gérer la peur du retour? Si on doit lâcher son CDI, rendre son appart, même si l'année de PVT se passe super bien, et encore pire si ça se passe mal, ça passe vite et c'est un peu angoissant de se dire qu'on doit repartir à zéro au retour. C'est vrai que c'est une bonne question. Alors,
Par rapport au CDI, selon votre nombre d'années d'expérience, peut-être que vous pourriez demander une année sabbatique. Ce qui fait que là, c'est hyper confortable quand vous rentrez. Je crois que l'année sabbatique, elle dure 11 mois. Ça peut être quelque chose qui vous intéresse, mais il faut quand même avoir une certaine ancienneté dans l'entreprise et un certain nombre d'années de travail au cours des dernières années. Pour ce qui est de rendre son appart, pourquoi pas, si vous vous entendez bien avec votre propriétaire, lui demander s'il est d'accord pour que vous sous-louiez votre appartement à quelqu'un, que vous choisissez bien, que vous lui présentez avant, ou je sais pas, peut-être un ami de confiance, etc. Parce que du coup, cette personne, peut-être que si elle vous aime bien, elle sera contente que vous sous-louiez votre appartement, mais en plus, elle vous retrouve après comme locataire, et si elle vous aime bien, elle sera ravie que ce soit vous. Donc ça peut fonctionner. Ce qui compte, c'est que vous respectiez bien les règles de la sous-location, c'est-à-dire que la personne qui loue votre appartement ne doit pas payer plus que le prix de votre loyer. Vous ne devez pas faire grimper les prix. Ça pourrait être ça l'idée, ça pourrait être intéressant, ça pourrait même être un PVTiste en France, un Néo-Zélandais, un Coréen, un Canadien qui cherche un appartement et qui n'y arrive pas parce que le pauvre, il n'a pas encore de travail, etc. Donc voilà, ça dépend vraiment de votre propriétaire, bien évidemment. Je me doute bien qu'il y en a certains avec qui on ne peut pas communiquer. Bon, après, par contre, si vous avez rendu votre appartement, c'est vrai que c'est pas évident. On en parle dans notre dossier, le retour en France après un PVT. On évoque différentes choses quand on cherche un logement et notamment il y a un organisme dont le nom m'échappe qui peut se porter caution pour vous parce que justement vous n'avez pas de preuve que vous avez loué un appartement au cours des 12 derniers mois. Donc eux se portent caution pour vous parce que c'est sûr qu'en France notamment c'est pas évident de retrouver un logement quand on rentre. Après je dirais pas que tu repars à zéro. Tu repars à zéro mais un peu nouveau quand même. Et d'ailleurs, il y en a pour qui ça change la vie, ça change la carrière, ça change l'entourage. Donc du coup, le retour, souvent, il est difficile, pas forcément à cause des démarches administratives, mais parce que parfois, tu peux sentir un petit décalage avec ton entourage, parce que tu digères pas très bien ton retour de PVT, surtout si c'était génial, bien évidemment. Donc il y a pas mal de problématiques qui sont liées au retour. Ta question, elle est très pertinente. Je dirais de pas faire une fixette, enfin, faut pas que la peur du retour t'inquiète tant que ça. Je pense qu'une fois que tu auras vécu ton PVT, tu sauras pourquoi tu es parti et tu te dirais que ça valait le coup de laisser des choses derrière toi pour partir vivre ta vie, en fait. On me dit dans l'oreillette que l'organisme qui peut se porter caution, ça s'appelle la garantie Visale, V-I-S-A-L-E. Mais il y a des conditions à respecter pour en profiter, mais c'est pour ça que je vous invite à regarder le dossier sur le retour en France parce qu'il y a pas mal de choses qu'on a dit dedans, c'est pas moi qui l'ai écrit, que j'ai apprises en le relisant. Donc ça peut être intéressant, des aides, il n'y a pas que les APL par exemple, donc regardez de ce côté-là également. Ensuite, c'est pas des questions, mais plus des remarques qui ont été laissées en commentaire, donc je vais les lire également. Mon chéri souhaite qu'on parte vivre au Canada d'ici quelques années. Ce qui me fait le plus peur, c'est de quitter mes parents car je suis très proche d'eux, alors qu'eux sont heureux de ce choix pour nous. C'est mignon. Je comprends. C'est pas forcément évident de quitter ses proches. J'ai eu beaucoup de gens comme ça, soit parce que les parents sont plutôt jeunes, soit parce qu'on quitte sa sœur qui est enceinte et donc on va pas voir son neveu ou sa nièce pendant 2 ans. Il y a des choses comme ça qui font que c'est un peu un torboyau parce qu'on a envie de partir et en même temps il y a des choses qui nous retiennent ici. Moi, ce que je t'inviterais à faire, c'est de faire ce que j'ai fait pendant mes PVT. C'est que moi, ma mère, je l'ai fait venir les 2 fois. Les 2 fois, elle est venue, elle a vécu dans mon appartement avec mon copain de l'époque. Elle a découvert Toronto, elle est venue avec mon frère aussi. On est allé à New York ensemble. Elle a vécu comme moi, genre je l'ai emmenée à New York en bus de nuit, 10 heures dans le bus Toronto-New York. Après, elle est venue me voir en Australie, donc là, elle a dormi dans ma colocation. Mon propriétaire a été sympa d'accepter. Et puis après, on est parti en Tasmanie, on a loué une voiture pourrie. Elle a vécu comme moi, en auberge de jeunesse et tout. Et du coup, mes PVT, elle les a compris. Parce qu'on a vraiment eu un lien et il y a beaucoup de PVTistes qui font ça. Donc si tes parents ont du temps, je ne sais pas quel âge ils ont, ils ont un boulot très prenant ou si peut-être ils sont à la retraite, je ne sais pas. S'ils ont un petit peu de temps, qu'ils essayent de venir vous voir peut-être 3 semaines. Quelque chose d'assez long pour que vous créiez vraiment des souvenirs sur place, que vous fassiez un road trip, que je sais pas, vous allez voir les baleines ou que vous voyez un orignal ou des choses comme ça. Moi, j'avais conseillé à ma mère de venir à l'époque de Noël. Comme ça, elle a vu le Canada dans toute sa splendeur, c'est-à-dire tempête de neige et compagnie, moins 30 degrés. Je lui ai dit le Canada en été c'est chouette.
Mais le Canada en hiver, c'est ce que tu vois pas ailleurs. Sauf que nous, on avait un PVT d'1 an. Toi, tu as un PVT de 2 ans. Donc peut-être qu'ils auront l'opportunité, si les finances le permettent, de venir une fois en hiver et une fois en été. Donc ça peut être une très bonne façon pour toi de mieux vivre ça. Et tu peux également aussi, toi, prévoir un retour en France s'il y a un mariage, une naissance, un anniversaire important. Comme ça, tu vois, s'ils viennent une fois, que tu viens une fois, ça te paraîtra moins difficile. Et il y a beaucoup de gens, moi la première, qui disent avoir plus parlé à leurs parents en étant à l'étranger qu'en étant ici. Alors ça ne doit pas être ton cas puisque toi, tu les vois beaucoup aujourd'hui, tu es très proche d'eux, mais ça se trouve, vous allez vous appeler tous les 2 jours ou tous les jours, même pas longtemps, et en fait, ça peut vraiment maintenir les liens avec eux. Je te rassure là-dessus, vraiment. Et je pense qu'ils seront tellement heureux de venir voir votre nouvelle vie. Tu vas leur montrer ta vie, ton quartier, ce que tu manges, ton petit magasin préféré. Je sais pas, t'as pas dit Québec ou ailleurs. Si c'est en anglais, bah, tu vas les entendre baragouiner en anglais. Si c'est en québécois, tu vas les voir s'étonner du québécois. C'est super en fait. En fait, ce que j'ai trouvé, moi, pendant mes PVT, quand ma mère elle est venue, c'est que toute ma vie, ma mère, elle m'a appris plein de trucs. Et là, c'est elle qui apprenait, c'est elle. Elle me suivait moi. Je lui montrais où on allait, ce qu'on faisait, comment on disait ça, comment on faisait ça, et j'ai adoré ça en fait. Donc vraiment, que ça te tracasse pas trop, et puis ça vous rapprochera d'une certaine façon cette distance. Je n'ai pas spécialement peur de partir, ce qui me préoccupe le plus, c'est de réussir à trouver un travail dans le contexte actuel lorsqu'il sera enfin possible de partir. D'accord, je comprends, et tu as raison. Je sais pas dans quel pays tu veux partir, mais évidemment, il y a des pays là qui vont souffrir d'un taux de chômage assez élevé. C'est le cas déjà dans des villes comme Montréal par exemple, où généralement c'était assez facile de trouver un petit boulot. Là, il y a eu plein de Canadiens qui se sont retrouvés au chômage, qui ont eux aussi postulé pour ces petits boulots. Donc forcément, c'est une réalité. Ta peur, elle est cohérente. C'est vrai que j'en ai pas parlé avant. Pour une fois qu'on parlait pas de Covid. Non mais t'as raison de l'aborder. Donc moi ce que je vais recommander aux PVTistes à partir de maintenant, ça va être de prévoir plus d'économies. Je dis pas le double, mais d'en prévoir plus, parce que si ça prend 2 semaines de plus, au moins vous pourrez tenir bon avec vos économies. Je vais aussi conseiller aux gens de peut-être pas se focaliser sur certaines grandes villes. Par exemple, aujourd'hui, quelqu'un qui part à Montréal, bon, il peut pas partir à Montréal s'il n'a pas d'emploi, puisque c'est la condition aujourd'hui pour un départ en PVT. Mais peut-être que dès que ça va rouvrir, possiblement à Montréal, il y aura les Canadiens qui cherchent du boulot, plein d'étudiants qui cherchent du boulot à côté de leurs études, plein de PVTistes qui sont déjà sur place, plein de PVTistes qui arrivent puisque Montréal est la destination numéro 1. Alors que si tu pars à Québec-Ville ou dans d'autres villes du Québec par exemple, ou dans d'autres villes du Canada, il y aura moins de concurrence, tu auras plus de facilité à trouver un boulot assez rapidement, je dirais. Donc c'est important aussi peut-être essayer d'être un petit peu original quand les frontières vont rouvrir dans le pays en question. C'est peut-être pas essayer de faire le même projet que les autres. Ça peut être ça. Et si vraiment tu as envie d'aller dans un endroit précis, dans une ville précise, et tu veux pas en démordre, et je peux comprendre si c'est ton projet vraiment depuis toujours, dans ce cas-là, prends plus d'argent. Voilà. Ensuite, alors là je vois pas d'autres questions, je sais pas s'il y en a d'autres qui arrivent au fur et à mesure, n'hésitez surtout pas. Même si c'est pas une question, si c'est une réflexion, si c'est un avis sur ce qui a été dit, si vous n'êtes pas d'accord avec moi aussi, n'hésitez pas, j'adore quand on n'est pas d'accord avec moi. Ça permet de débattre, hein. J'ai pas la sens infuse, il n'y a pas de souci. Et puis si vous n'avez plus de questions, il n'y a pas de souci, je vais vous laisser à votre soirée. J'attends quand même 2 petites secondes, histoire de pas mettre un vent à quelqu'un. En tout cas, en prévision de ce qui allait l'air d'être la conclusion. Donc je vous disais, c'est la dernière présentation de l'année. On en a d'autres prévues en début d'année, sur le PVT en Australie, sur trouver du travail au Canada, également sur la santé en PVT. On a commencé à préparer aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à dire, ça va être assez intéressant je pense, beaucoup de choses que vous ne savez pas forcément, donc je vous invite vraiment à la consulter, ça c'est le 19. Et on continuera à mettre à jour régulièrement notre article qui s'appelle Événements PVTistes 2021 maintenant. Voilà. Je vous retrouve toutes les semaines sur Instagram pour notre point Covid-19. Là, on a arrêté de faire des lives, mais pour l'instant, on en a fait 5 ou 6, je crois, que vous pourrez retrouver sur notre compte PVTistes sur Instagram en IGTV. C'est des lives questions-réponses. Je crois qu'il y en a 5 sur tous les PVT et 1 sur l'Australie. On les reprendra certainement en janvier. Et vous pourrez nous poser des questions en live et Marie et moi, ma collègue, on pourra y répondre. Voilà.
Ensuite, je crois qu'on a eu quelques petites questions, effectivement. Alors, comment pouvons-nous avoir un accompagnement via le pôle emploi? Ah oui, parce qu'apparemment, il semblerait qu'il y ait plusieurs personnes qui n'arrivent pas à avoir de réponse à l'adresse email emi3.ara@pôle-emploi.fr. On nous l'a dit plusieurs fois. Peut-être essayer de contacter votre conseiller Pôle emploi en lui disant que je fais comment pour me faire accompagner pour une mobilité internationale. Voilà, ça pourrait être pertinent de lui demander à lui, voir si l'adresse elle n'a pas changé, parce que c'est vrai que récemment on nous a dit qu'il n'y avait pas de réponse. Vous dites qu'il est facile de trouver un job au Québec, mais les employeurs veulent qu'on soit déjà au Canada pour nous engager. Alors, j'ai pas forcément dit que c'était facile, hein, je disais plutôt dans un contexte général. Pour moi, trouver du travail à distance, c'est pas forcément évident. On a un article sur PVT sur cette thématique et on a également un replay d'un live qui parle de la recherche d'un emploi à distance qui pourrait être utile. Mais je reconnais que trouver à distance, c'est pas forcément simple pour des petits boulots. Voilà. Donc d'ailleurs, on a eu pas mal de questions sur l'emploi au Canada. Je vous invite vivement à consulter nos lives sur YouTube parce qu'il y a pas mal de lives qui peuvent vous intéresser. Il y a donc trouver du travail au Canada à distance, trouver le travail au Québec, le monde du travail et je ne sais plus quoi, et les domaines qui recrutent. Et on a également fait, je crois, il y a une semaine ou 10 jours, un question-réponse sur l'emploi au Québec. Donc ces 3 vidéos-là, honnêtement, ça peut vous intéresser et vous donner pas mal d'informations. Voilà. Alors oui, est-ce que tu demandais si les woofing pouvaient compter comme job? On a eu des gens qui ont réussi à partir en PVT aujourd'hui en ayant un volontariat, mais comme tu es censé partir pour une raison essentielle, on a très peur de recommander aux gens de trouver un volontariat parce que si l'agent qui te reçoit il considère que c'est pas essentiel, eh ben tu pourras pas entrer, tu pourras peut-être même pas partir de France ou de Belgique et tu pourras peut-être même pas après ensuite entrer au Canada. Du coup, j'ai du mal à recommander ça. Je te le dis, pour quelques personnes c'est passé, mais est-ce que ça passera pour toi? Je peux pas te l'assurer. Voilà, donc là ça c'est plutôt des questions sur l'emploi au Canada, donc c'est vraiment une autre thématique. Voilà. Et quand est-ce qu'ils vont enlever l'obligation d'avoir trouvé un emploi? Pas tout de suite. En tout cas, là, jusqu'au 21 janvier, les frontières canadiennes sont fermées. Ça sera peut-être encore renouvelé. Tant que c'est renouvelé, certainement qu'ils vont limiter vos déplacements aux déplacements essentiels. Voilà. Bon, en tout cas, je vais m'arrêter là du coup, puisque les autres questions n'étaient pas liées aux craintes liées au départ. J'espère que ce live vous a été utile. Je vous retrouve après les fêtes pour d'autres visios. Je vous souhaite de très bonnes fêtes, peut-être avec vos proches, je ne sais pas exactement si vous aurez cette opportunité-là. En tout cas, bon courage pour cette fin d'année compliquée. N'hésitez pas à nous suivre partout, sur nos pages Facebook, pvtis.net et pvtis.net pays, sur Instagram, sur Twitter, sur YouTube, où vous avez envie. Et sachez que dès qu'on a une information sur les réouvertures de frontières, les demandes de visa, le PVT Canada 2021, etc., on le partagera sur tous nos réseaux, donc suivez-nous. Voilà. Bonne soirée à tous, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.